Salut à tous et bienvenue pour ce 92e numéro des infos dont on parle peu de l'agence Infolibre, présenté cette semaine par Lucas, Hugo et Jonathan de l'agence Infolibre parisienne. Au sommaire cette semaine, on va parler du crowdfunding pour tuer avec des drones, du Népal et d'Israël qui évacuent les bébés de mères porteuses, du Mossad et des scandales du câble espion, de la colonisation de Jérusalem-Est, de Juncker qui réclame une immigration légale, de Netanyahou et ses 6 millions de shekels pour faire un discours devant le Congrès américain, de Yanis Varoufakis, de la Tchétchénie. Info économique, on va parler du chômage et des 3,5 millions de demandeurs d'emploi. On va parler des services allemands qui ont espionné pour le compte des États-Unis, notamment Airbus. On va parler de Nambiar d'Entresangles qui passe sous pavillon américain. On va parler de la Chine et du vin. Et du piège des prêts étudiants aux États-Unis. Santé environnement, on va parler d'un incendie qui ravage la région de Tchernobyl, de Monsanto, du trafic de viande de cheval, de la loi Macron, des militants écologiques qui sont assassinés dans le monde, et de Pepsi qui abandonne l'aspartame aux États-Unis. États-Unis et les écrivains qui protestent contre la remise d'un prix à Charlie Hebdo, l'Allemagne et les vidéos de YouTube, la justice qui n'enquêtera pas sur le Big Brother français. Et pour finir, on parlera du retour de la censure au Portugal. Alors attachez vos ceintures et c'est parti. On démarre ces infos internationales avec Jean-Claude Juncker, qui réclame une immigration légale et qui fâche les droites européennes. Le président de la Commission européenne, donc Jean-Claude Juncker, a demandé mercredi aux pays de l'Union européenne de faciliter l'immigration légale pour éviter les drames en Méditerranée, et cela a fâché ses amis conservateurs au Parlement européen. Nous devons travailler sur l'immigration légale. Si nous fermons les portes, les migrants entreront par effraction par les fenêtres, a-t-il averti, lors d'un débat au Parlement européen sur les résultats du sommet européen extraordinaire de jeudi dernier, qu'il a jugé insuffisant. M. Juncker s'est également prononcé en faveur d'un système de quotas pour une répartition géographique des réfugiés sur toute l'Europe. Dans une résolution, adoptée par 449 voix contre 130, ainsi que 93 abstentions, les députés européens se sont donc prononcés pour un quota contraignant pour répartir les demandeurs d'asile entre les 28 pays de l'Union européenne. Une telle mesure sera difficile à faire accepter par les États membres. Elle imposerait une révision du règlement de Dublin, qui oblige déjà le pays où sont arrivés les migrants à les accueillir. On va maintenant parler de la Grèce et du plan B qu'aurait la zone euro dans le cas où la Grèce viendrait à sortir de cette zone monétaire. Demander à un homme politique à responsabilité s'il existe un plan B pour la Grèce, c'est le confronter à un vrai dilemme, a répondu samedi à Riga M. Schäuble au journaliste qui lui posait la question. Les ministres européens des Finances sont réunis dans la capitale lettonne depuis vendredi afin de faire le point sur les propositions grecques. Si, selon le ministre allemand, tout est fait pour éviter un Grexit, personne ne peut assurer que les actions entreprises atteindront le résultat escompté. Sortir de la crise est d'abord du ressort des Grecs, a-t-il déclaré. Vendredi à Riga, l'Eurogroupe a mis la pression sur la Grèce afin qu'elle parvienne à un accord avec ses créanciers internationaux. Les ministres des Finances de la zone euro ont enjoint les ministres grecs à s'impliquer davantage dans les négociations qui doivent se dérouler à Athènes plutôt qu'à Bruxelles ou Paris. On ignore encore combien de temps les Grecs pourraient tenir sans une nouvelle injection de moyens financiers. Au dernier jour de leur réunion ECOFIN, les 28 ministres de l'Union européenne ont par ailleurs apporté samedi leur soutien à la proposition de la Commission européenne d'introduire l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux. La mesure doit cependant encore faire l'objet de négociations. Les pourparlers de Riga n'ont pas vraiment porté leurs fruits, et donc Athènes met son ministre Varoufakis sur la touche pour contenter ses créanciers. Le gouvernement grec a décidé ce lundi de donner un nouvel élan aux discussions qu'il mène depuis des mois avec ses créanciers, donc l'Union européenne et le FMI, en changeant le casting de ses négociateurs, au premier rang desquels son ministre des Finances. Si la nouvelle équipe de négociation sera bien créée sous l'égide de Yanis Varoufakis, le ministre des Finances qui dirigeait jusqu'ici les discussions, elle sera désormais coordonnée par Euclide Tsakalotos, ministre adjoint des Affaires étrangères en charge des relations économiques internationales. Professeur d'économie à l'université d'Athènes, Euclide Tsakalotos, 55 ans, a un profil discret en contraste avec le très médiatique Yanis Varoufakis. Ce remaniement intervient 3 jours après une réunion informelle des ministres des Finances de la zone euro, l'Eurogroupe, à Riga, en Lettonie, au cours de laquelle il semble qu'un climat négatif se soit créé contre Yanis Varoufakis. Le ministre est tenu apparemment pour responsable par ses partenaires du piétinement des négociations sur la poursuite du versement des prêts à la Grèce. Lors de cette réunion, la zone euro a exprimé ses inquiétudes sur les progrès limités dans les discussions entre Athènes et ses créanciers. On va maintenant s'intéresser à la guerre civile ukrainienne où le magazine Numerama, pour combattre les séparatistes pro-russes, nous apprend qu'une unité de l'armée ukrainienne développe des drones militaires amateurs conçus avec l'aide financière et logistique de la population civile.
Comme toute guerre, la guerre du Donbass entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes est une guerre sale, qui a déjà fait plus de 6000 morts, dont une grande majorité de civils, et déplacé plus d'un demi-million d'individus qui tentent de fuir les zones de combat. Mais celle-ci pourrait innover dans les modes d'action militaire choisis par les belligérants. The Guardian a ainsi publié vendredi un reportage qui confirme que des citoyens ukrainiens participent activement à la création de drones amateurs, mais néanmoins très perfectionnés, qui devront permettre aux militaires de bombarder les positions des séparatistes sans prendre de risques avec leurs propres troupes. Le journaliste du quotidien britannique raconte ainsi avoir vu de ses propres yeux décoller un drone multirotor énorme capable de voler à plusieurs centaines de mètres de hauteur et de lâcher des bombes à l'endroit voulu. Le logiciel qui pilote le drone est développé par des ingénieurs de la société Elex, basée en Ukraine à Lviv, et qui dispose également d'un bureau à Londres. Les fonds pour développer ce logiciel ont été apportés directement par le peuple ukrainien à travers des opérations de crowdfunding. Donc on peut se demander quand même si le journaliste n'est pas un petit peu angélique sur la provenance de ces fonds, et on se demande quelle garantie on peut avoir que ces projets de crowdfunding sont bien financés par des Ukrainiens et pas par des personnes de l'étranger qui auraient intérêt à mettre de l'huile sur le feu en apportant encore plus d'armes dans cette guerre civile. Encore un peu plus à l'est de l'Europe, en Tchétchénie, on a appris que Ramzan Kadyrov avait déclaré dans une vidéo diffusée par la télévision locale « J'annonce officiellement que si sans autorisation un soldat se trouve sur votre territoire, peu importe s'il vient de Moscou ou de Stavropol, tirez pour tuer. Il faut qu'il nous prenne en compte. » M. Kadyrov semblait s'exprimer lors d'une réunion avec les représentants des forces spéciales de Tchétchénie, qui a lutté pour son indépendance contre la Russie au cours d'une première guerre de 1994 à 1996, puis fin 1999 lors d'une deuxième guerre. Nous n'avons pas le droit de quitter notre territoire pour mener des opérations antiterroristes contre les extrémistes en Ingouchie, république voisine du Caucase russe. Si vous êtes le maître de votre territoire, alors vous devez le surveiller, a-t-il continué. Jeudi soir, le Kremlin refusait toujours de commenter ces propos. Nous avons vu, nous avons écouté, nous avons lu, je ne ferai pas de commentaires, a scandé le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse RIA Novosti. Le ministère de l'Intérieur a qualifié lui d'inacceptables les propos du dirigeant tchétchène. Celui-ci assurait jeudi à des journalistes locaux qu'il était prêt à démissionner si le président lui en donnait l'ordre. « S'il faut que je quitte mon poste, je le quitte, et je suis aussi prêt à mourir », a-t-il déclaré à l'agence RIA Novosti. Un mot sur la situation au Yémen, avec, selon Courrier International, l'inéluctable intervention au sol des Saoudiens. Les Saoudiens ne tarderont pas à lancer une opération terrestre au Yémen, affirme le site Al Tagrir. Après avoir suscité des discours va-t-en-guerre, Riyad risque en effet de ne pas avoir d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de sa logique militaire. Les signes d'une prochaine intervention au sol se multiplient, écrit le site d'information du Golfe Al Tagrir. Le déploiement de la garde nationale, composée de forces terrestres, depuis ce lundi 27 avril à la frontière yéméno-saoudienne, la préoccupation du ministre de la Défense Mohamed Ben Salman et les appels de plus en plus insistants des autorités à ne pas se rendre au Yémen, ainsi que l'annonce de milices loyalistes yéménites et que 85% de la ville d'Aden aurait été libérée de l'emprise des milices chiites houtistes. Le scénario serait celui d'une action saoudienne avec la participation symbolique d'autres pays, croit savoir le site. Ainsi, un peu partout dans le Golfe, les plus va-t-en-guerre expriment leurs attentes d'un engagement sans faille des Saoudiens. C'est une opportunité historique pour briser l'influence iranienne, écrit du Koweït l'influent intellectuel islamiste Abdallah al-Nifisi sur son compte Twitter. Une prétendue solution politique serait un immense piège. Pourtant, certains observateurs ne manquent pas pour affirmer que ce serait au contraire l'engagement au sol qui serait un piège, avec tous les risques d'enlisement pour l'armée saoudienne que représenterait une guerre asymétrique. Conduite par le roi Salman, l'Arabie saoudite mène une politique étrangère plus visible et plus marquée. Elle a pris le 26 mars la tête d'une coalition arabe qui mène une opération militaire au Yémen pour empêcher une rébellion chiite de prendre le contrôle de l'ensemble du pays à la frontière sud du royaume. Cette rébellion est soutenue par l'Iran, rival régional de l'Arabie saoudite. On va maintenant passer en revue une série de nouvelles à propos d'Israël et du sionisme. Tout d'abord au Népal, où on a appris qu'Israël avait évacué 25 bébés de mères porteuses, mais sans leur mère porteuse. Donc c'était selon le site romandie.com, où on a appris qu'Israël avait évacué 25 bébés nés de mères porteuses et leurs parents adoptifs, pour la plupart homosexuels, depuis le Népal, où un violent séisme a ravagé le pays, ont annoncé dimanche les autorités israéliennes. Il y a actuellement à Katmandou 25 nourrissons nés de mères qui les ont portés pour le compte d'Israéliens venus les récupérer au Népal, a expliqué le ministère des Affaires étrangères. 4 d'entre eux sont des prématurés nécessitant des services médicaux qui risquent de ne pas trouver après le tremblement de terre, a dit le ministère.
Les 25 bébés et les Israéliens qui s'occupent d'eux seront donc les premiers à monter dans l'avion pour être amenés en Israël, a déclaré à l'AFP Sabine Haddad, une porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que la loi israélienne interdit aux couples de même sexe israéliens de pratiquer la GPA en Israël, et que donc le Népal est une destination fréquente de tourisme de la procréation, où les couples homosexuels israéliens vont pour faire l'achat d'une progéniture. Alors concernant les mères porteuses qui n'ont pas encore accouché, elles sont toujours au Népal, et l'État d'Israël a fait savoir qu'elles pourraient venir en Israël, mais uniquement pour donner naissance au bébé. Ensuite, un article traduit par le site France Irak Actualité, qui est un article qui a été à la base écrit par Richard Silverstein, qui a écrit sur le site Tikkun Olam le 19 mars dernier. Il nous parle donc de leaks, de câbles espions, c'est-à-dire de télégrammes qui ont été rendus publics par une source sud-africaine du renseignement et récemment publiés par la télévision Al Jazeera sur les activités du Mossad donc en Afrique du Sud. La plupart de ces documents se rapportent au lien entre le Mossad et la SSA, donc c'est l'agence de renseignement sud-africaine, et ses activités dans d'autres pays africains. Qui mentionne l'existence des Sayanim. Pour ceux qui connaissent Jacob Cohen, vous savez à peu près de quoi il s'agit. Mais donc Richard Silverstein nous explique que le Mossad a mis en place un réseau d'agents dormants à l'étranger qui recueillent des renseignements et l'assistent dans des opérations locales d'espionnage. Ces agents, au nom de Sayanim, ce qui signifie volontaire en hébreu, sont différents de ceux employés par ces agences de renseignement car ils ne sont pas payés. Il peut s'agir de dirigeants de la communauté juive du pays ou d'hommes d'affaires dévoués à Israël. En Afrique du Sud, des membres du Conseil des députés, l'institution gouvernementale la plus haute, en font partie. Le Sayanim joue un rôle tant mondain que stratégique. Il s'occupe de trouver des logements, une assistance médicale, arrange la logistique et finance les opérations au travers des agents du Mossad. Il doit aussi leur obtenir le plus d'informations possible. Le Sayanim amasse aussi toutes les informations possibles, rumeurs, techniques, radiophoniques, journalistiques, et fournit des pistes pour les Katsa, les agents qui recueillent ces informations. L'idée est de toujours disposer d'un nombre de gens qui peut fournir les services nécessaires et être discret par la loyauté à la cause. Même si les Sayanim sont des personnes ordinaires dans leur communauté, ils vivent une double vie intrinsèquement liée aux méthodes d'espionnage israéliennes. Ils sont des milliers, peut-être des dizaines de milliers dans le monde. Selon le câble espion en Grande-Bretagne, ils étaient en 1998 quelques 4000 dans le pays. Cette cooptation dans la communauté juive mondiale en fait un précédent alarmant. Les juifs sont accusés, souvent en raison des déclarations de dirigeants israéliens les impliquant dans la politique israélienne, de double allégeance et plus particulièrement de pencher davantage vers Israël que vers leur pays natal. Dans la plupart des cas, les juifs récusent cette accusation comme de la propagande antisémite. Mais la dénonciation de la culture de Sayan et le recours à des juifs du pays en tant qu'agents du Mossad fait que l'antisémitisme relève une fois de plus sa vilaine tête, et cette fois avec raison. Donc je précise que c'est toujours Richard Silverstein qui parle. Il termine en donnant comme exemple la compagnie d'aviation El Al. En effet, le service de renseignement sud-africain est particulièrement conscient du rôle d'El Al en tant qu'agent principal de ce système de renseignement israélien. Selon un documentaire de la télévision sud-africaine et un câble espion, toutes les agences de renseignement sud-africaines confirment qu'Israël utilise son agence aérienne El Al comme couverture pour ses services de renseignement. Les espions israéliens conduisent des fouilles clandestines aux aéroports des bagages qu'ils jugent suspects, en totale violation des lois sud-africaines qui n'autorisent que la police, les forces armées ou le personnel employé par le ministère du Transport à accomplir ces fouilles. Après qu'un lanceur d'alerte, ancien agent de sécurité d'El Al, eut informé en 2007 la télévision sud-africaine qu'El Al agissait essentiellement pour le compte du Mossad, les relations entre les deux pays furent tendues. L'Afrique du Sud menaçant d'annuler les droits d'atterrissage de la compagnie. Mais l'agent de sécurité fut expulsé. Alors vous vous souvenez du discours de Netanyahou au Congrès américain qui avait fait couler beaucoup d'encre, et on a appris que ce voyage controversé du Premier ministre israélien à Washington avait coûté aux contribuables israéliens la modique somme de 6 millions de shekels, selon un rapport du ministère des Finances publié cette semaine. Cette facture, qui équivaut à environ 1 500 000 $, a permis à Netanyahou d'avoir la chance de faire du lobbying contre l'accord nucléaire avec l'Iran, en prononçant un discours à enjeu élevé qui n'a servi qu'à creuser le fossé entre Washington et Jérusalem au début du mois de mars. Sur les 9,3 millions de shekels que le comité a approuvés pour les frais de voyage du ministère du gouvernement,
7,2 millions de shekels a été pour le Premier ministre et son entourage. Les 1,2 million de shekels restants ont été utilisés pour le voyage de Netanyahou à Paris, lors du Rassemblement pour la liberté d'expression suite à la série d'attaques terroristes du mois de janvier. Le Premier ministre a déjà été critiqué dans le passé pour son utilisation de l'argent des contribuables pour des voyages et autres dépenses. Dernière nouvelle de ce fil d'infos international, on a appris que Israël relançait la colonisation à Jérusalem-Est. L'État juif a lancé aujourd'hui des appels d'offres pour la construction de 77 nouveaux logements de colons à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël, a annoncé l'organisation israélienne La Paix Maintenant. Selon l'ONG, il s'agit de la première annonce de ce genre depuis les législatives du 17 mars qui ont vu une large victoire du Premier ministre de droite sortant, Benyamin Netanyahou. Au cours de sa campagne, le chef du gouvernement avait enterré l'idée d'un État palestinien s'il l'emportait, et affirmé sa détermination à poursuivre la colonisation, y compris à Jérusalem-Est. Si on peut reconnaître un mérite à Netanyahou, c'est bien de tenir ses promesses électorales. Et on attaque ces infos économiques avec les chiffres du chômage qui sont tombés la semaine dernière et un nouveau record à la clé avec 3,5 millions de demandeurs d'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité dans le mois, s'est établi à 3 509 800 en France métropolitaine fin mars 2015 et c'est un nouveau record. 15 400 personnes de plus sont venues s'inscrire à Pôle emploi par rapport à la fin de février, soit une hausse de 0,4% sur un mois et de 4,9% sur un an. En incluant les chômeurs ayant exercé une petite activité, le chômage touche 5 290 500 personnes en France métropolitaine fin mars 2015 et 5 590 600 en incluant les DOM. Ce nombre augmente de 0,5% au mois de mars et de 6,7% sur les 12 derniers mois. Et parallèlement à ça, on a relayé les vrais chiffres du chômage estimés par rapport aux chiffres qui ont été communiqués par la DAR et qui ne figurent pas sur le communiqué de presse officiel. Donc, selon ce rapport, les vrais chiffres du chômage en mars 2015 seraient de 30 000 nouveaux chômeurs, malgré 305 400 radiations ce mois-là. En tout, on a 6 277 300 personnes qui sont privées d'emploi et qui travaillent occasionnellement, et 3 782 500 invisibles qui n'entrent pas dans les catégories de Pôle emploi. Donc, au final, on aurait à peu près 10 millions de chômeurs en France. Donc, je vous invite à voir le détail des chiffres sur notre site internet ou sur l'article original qui se trouve sur Agoravox. Et maintenant, on enchaîne sur le CAC 40 avec une hausse de 10% des rémunérations des dirigeants du CAC 40 en 2014. Les rémunérations globales des dirigeants des entreprises du CAC 40 ont sensiblement augmenté en 2014. Elles atteignent le chiffre vertigineux de 153 millions d'euros, en hausse de 10,1% par rapport à 2013. L'INA maintenant, avec le règlement de compte à l'Institut national de l'audiovisuel, la semaine dernière, un corbeau a envoyé aux administrateurs de l'Institut national de l'audiovisuel, une entité de l'audiovisuel public, un rapport détaillé sur les factures de taxi d'Agnès Saal, la PDG. Cette dernière a remplacé Mathieu Gallet à la tête de l'INA en mai 2014. En 10 mois de fonction, elle a totalisé une facture de 40 915 euros auprès de la compagnie de taxi G7, dont un peu plus de 7 000 euros d'abonnement et plus de 32 000 euros de déplacement. Agnès Saal a expliqué la situation et a indiqué qu'elle avait déjà remboursé une partie des dépenses de taxi relevant de ses déplacements personnels. J'ai une voiture de service avec chauffeur à disposition, mais comme je ne peux pas le faire travailler 12 à 15 heures par jour ni les week-ends, j'ai également un abonnement au taxi G7 car je n'ai pas de permis de conduire. Ce dispositif avait déjà existé avant mon arrivée et je l'ai simplement repris. Sauf qu'elle est accusée d'avoir utilisé ces taxis pour ses déplacements personnels et aussi dépenser l'argent sans le compter, comme par exemple de donner l'ordre à un taxi de rester 1 à 2 heures devant l'INA, le temps qu'elle finisse sa réunion et qu'elle ressorte. Sur la facture, 6 700 euros sont directement imputables à son fils, à qui elle a communiqué son code de réservation. C'est une maladresse, j'en reconnais la responsabilité et j'ai immédiatement remboursé les frais. Reste pour la PDG de l'INA à déterminer dans les 7 800 euros de taxi facturés le week-end, ce qui révèle des déplacements professionnels de ce qui révèle des déplacements privés. Je suis en train de faire le décompte, ce n'est pas évident de savoir si une course de taxi pour un événement dans lequel je représente l'INA est professionnelle ou personnelle. Mais j'estime que l'usage professionnel du taxi pendant les week-ends représente environ un tiers ou un quart de la facture. Ça, c'est son estimation à la louche. Elle s'est donc engagée auprès des administrateurs à rembourser cette somme. La défense maintenant, avec le budget de la défense qui bénéficie d'une rallonge de 3,8 milliards d'euros sur 4 ans. Ça aussi, c'était une des grandes nouvelles de la semaine dernière, donc c'est pas vraiment une info dont on parle peu. François Hollande a déclaré « La sécurité, la protection, l'indépendance sont des principes qui ne se négocient pas ».
pour évoquer l'arbitrage qu'il a personnellement présenté mercredi 29 avril au matin à l'issue d'un conseil de défense auquel étaient également conviés les ministres de l'économie et des finances Emmanuel Macron et Michel Sapin. En 2015, les crédits du ministère de la Défense, les 31,4 milliards sont sanctuarisés. Ce sont des crédits budgétaires sans aucun appel à des ressources extérieures, a-t-il indiqué. C'est un effort important, c'est même un effort considérable, a-t-il poursuivi. Et on continue sur le budget avec ce scandale qui est sorti sur le commissariat du 5e arrondissement et la polémique suite à un escalier extérieur de secours qui aurait coûté 460 000 € à la préfecture de police. Près d'1,5 million d'euros donc pour 3 étages desservis depuis l'extérieur dont les marches ne sont utilisées uniquement qu'en cas d'incendie ou de force majeure. L'ardoise de cet escalier au prix d'une maison a été confirmée à 20 minutes par le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police. L'appel d'offres donnait pour mission la réalisation d'un escalier supplémentaire d'évacuation extérieure en façade principale. La préfecture de police justifie ces travaux par l'augmentation des effectifs travaillant dans le bâtiment découlant de la fusion du commissariat central du 5e et de celui du 6e arrondissement. L'arrivée massive d'effectifs dans l'établissement rendait en effet nécessaire l'aménagement des locaux et la mise aux normes de sécurité incendie. Et donc la construction d'un escalier supplémentaire d'urgence à l'extérieur de la structure, les 2 escaliers existants dans le bâtiment étant insuffisants. Lobbying à Bruxelles maintenant. Goldman Sachs a multiplié ses dépenses par 14 en un an. À Bruxelles, les investissements dans le lobbying ne connaissent pas la crise. Goldman Sachs a dépensé entre 700 000 et 799 000 € pour des activités de lobbying à Bruxelles, selon le registre de transparence de la Commission européenne. La banque américaine aurait donc multiplié ses dépenses par 14 en un an, du moins officiellement. Goldman Sachs, non inscrit dans le registre de transparence en 2013, avait en effet assuré avoir investi 50 000 € cette année-là dans le lobbying selon le Financial Times. Mais en janvier, l'ONG Alter EU avait accusé la commission d'échouer dans sa mission sur la transparence financière des lobbies en ne révélant pas le nom des opérations de nombre d'officines. Pour ne rien arranger, selon l'ONG, quelques 150 officines et autres cabinets conseils figurant eux sur le registre de la commission n'auraient toujours pas donné le nom de leurs clients. Gros scandale aussi, une fois n'est pas coutume, sur les services secrets allemands qui ont espionné pour le compte des États-Unis, notamment des entreprises françaises. Les services secrets allemands ont ces dernières années espionné pour le compte des États-Unis des entreprises européennes, dont EADS, mais aussi des responsables politiques et des hauts fonctionnaires européens, notamment français. L'information révélée par le Spiegel Online le jeudi 23 avril aurait été confirmée par de très proches collaborateurs de la chancelière allemande Angela Merkel, notamment son bras droit, Peter Altmaier, devant quelques députés en fin de journée. Le porte-parole d'Angela Merkel a publié un communiqué indiquant « La chancelière a identifié les faiblesses techniques et l'organisation au sein du BND, les services de renseignement extérieur, et elle a ordonné que cela soit corrigé sans retard. La suite du communiqué est aussi elliptique. Il n'y a toujours aucune preuve d'une surveillance de masse des citoyens allemands et européens. » Ce qui laisse entendre qu'il y a bien eu des écoutes ciblées. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, les Américains ont utilisé le BND comme sous-traitant. Après les attentats du 11 septembre, les services de renseignement allemands, agissant un peu comme des auxiliaires des services secrets américains, ont renforcé leur coopération avec leurs homologues américains. Mais il est de plus en plus évident que cette coopération ne s'est pas limitée à la lutte contre le terrorisme. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, les Américains ont utilisé le BND comme un sous-traitant. Ils lui donnaient les adresses IP et les numéros de téléphone à espionner. Et en principe, les autorités allemandes devaient vérifier que les demandes des Américains étaient pertinentes et les responsables politiques étaient informés. Et à noter qu'Airbus a porté plainte contre X suite à ces révélations. L'Ukraine maintenant, qui elle aussi en son temps avait manifesté spontanément, soudainement, l'envie de rejoindre l'Union Européenne, eh bien selon The Economist, l'Ukraine serait l'économie la moins performante du monde. Ce qui peut se comprendre étant donné qu'elle est déchirée par une guerre dans une de ses régions les plus riches, le Donbass, depuis 1 an. Selon les experts de l'hebdomadaire britannique The Economist, l'économie ukrainienne a affiché en 2015 les pires résultats au niveau mondial. Le directeur du département analytique du journal, Robert Ward, a publié sur son compte Twitter un classement des économies les moins performantes du monde dominées par l'Ukraine. Les analyses du magazine rappellent qu'en avril dernier, l'économie ukrainienne a enregistré la chute la plus dramatique dans le monde. Les 15 pires économies de l'année 2015 sont inclut notamment 2 pays membres du BRICS, le Venezuela, l'Ukraine, Chypre et la Grèce, a écrit Mr. Ward. L'Ukraine est suivie dans le classement par la Libye et Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. La Guinée équatoriale figure en 4e position, tandis que la Russie est classée 5e, devant le Venezuela, la Sierra Leone, le Yémen, la Guinée et le Porto Rico.
Les États-Unis maintenant avec les prêts étudiants qui deviennent la plaie de la nation. Le système des prêts étudiants, la pierre angulaire de l'architecture universitaire américaine, est devenue une machine incontrôlable avec, écoutez bien, 1160 milliards de dollars cumulés de dettes. À la fin 2014, la dette étudiante a dépassé celle des cartes de crédit ou des prêts automobiles. Les 3/4 des étudiants commencent leur carrière lestés d'une dette de 30 à 100 000 dollars envers leur banque et plus de 10% d'entre eux finissent par se déclarer en faillite. Jusqu'à la fin des années 80, le système libéral américain qui reposait sur des établissements largement financés par les frais de scolarité auxquels s'ajoutaient les bourses de l'État s'est révélé tellement efficace qu'il a été progressivement copié par la plupart des pays développés avec plus ou moins d'ampleur. Il a permis de financer une recherche au premier niveau mondial et des infrastructures matérielles et pédagogiques qui continuent de faire pâlir d'envie les habitués des facs françaises et leurs équipements hors d'âge. Enfin, ça, c'est eux qui le disent. Mais ce cercle vertueux, qui voulait que l'employeur, par la paye qu'il octroie à sa nouvelle recrue, finance l'excellence universitaire américaine, s'est transformé en un cercle vicieux. Il piège le jeune diplômé dans une trappe d'endettement parfois insupportable. La responsable, l'envolée des frais de scolarité depuis plus de 20 ans. Ceux-ci ont augmenté 2 fois plus vite que les coûts de santé, dont l'inflation est pourtant constamment pointée du doigt. En cause, le retrait de l'État, du financement, de l'enseignement supérieur et l'explosion des investissements. Les déceptions sont légion et beaucoup de jeunes qui obtiennent une licence de supérieur qui leur coûte par exemple 60 000 dollars se retrouvent au chômage ou à faire des postes à faible qualification. Norbert d'Entresangles, l'une des plus importantes entreprises françaises de transport et de logistique, passe sous pavillon américain. Bien que coté, Norbert d'Entresangles était resté depuis sa création en 1979 une entreprise familiale contrôlée à 67% par son fondateur. Père de 2 enfants qui ont choisi des carrières en dehors du groupe, Norbert d'Entresangles, 61 ans, lui-même affaibli sur le plan physique, a estimé que la meilleure chance d'assurer un futur à son entreprise passait par la cession. Donc ça avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais la société américaine a dit qu'elle ne supprimerait pas de poste en France pendant une période de 18 mois. Et on termine les infos échos par la Chine, qui est devenue le 2e vignoble mondial. La Chine est devenue en 2014 le 2e vignoble du monde avec près de 800 000 hectares derrière l'Espagne et devant la France, a indiqué lundi l'Organisation internationale du vin. Le vignoble chinois qui représentait moins de 4% des vignes mondiales en 2000 compte aujourd'hui pour près de 11% selon l'OIV. C'est en Chine et en Amérique du Sud principalement que les vignobles continuent de croître. En revanche, l'Union européenne continue de réduire ses surfaces qui atteignent 3,4 millions d'hectares, soit un recul de 21 000 hectares par rapport à 2013. La Chine maintenant, dont la monnaie est en train de remplacer le dollar en Afrique, puisque le yuan chinois est de plus en plus utilisé comme monnaie de règlement et de réserve sur ce continent. L'internationalisation du yuan chinois va crescendo grâce notamment aux étroites relations économiques entre l'Empire du Milieu et l'Afrique. Après le Ghana, le Nigeria, Maurice et le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent et premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, vient de donner son feu vert à l'utilisation du billet rouge comme monnaie de règlement et de réserve. L'utilisation croissante du yuan comme monnaie de règlement et de réserve en Afrique s'explique essentiellement par le volume croissant des échanges commerciaux entre la Chine et le continent, ce qui a été multiplié par 20 depuis l'an 2000, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2013, soit près de 2 fois celui réalisé avec les États-Unis. Alors bonjour à tous, nous allons commencer la rubrique environnement et santé et vous parler donc d'un tremblement de terre, non pas celui dont on a beaucoup parlé sur le Népal, un tremblement de terre de 7,9 sur l'échelle de Richter, mais d'un article qui est sorti donc sur 7 sur 7. La Californie se rapprocherait du Big One. Alors le Big One, c'est un tremblement de terre énorme, d'une amplitude de plus de 8. Alors il y a des chercheurs américains qui ne laissent planer aucun doute. Le risque durant ces 30 dernières années a augmenté environ de 4,7% à 7%. Selon eux, il y a 99% de chances de provoquer un séisme de grande amplitude dans les 30 prochaines années. Alors ils notent également qu'il y a une baisse d'environ 30% pour les tremblements de petite magnitude. Par contre, la probabilité que la Californie connaisse un séisme de magnitude 8 ou plus dans les 30 années à venir a augmenté de 4,7% à environ 7% selon le système de calcul utilisé. Bref, rien de très rassurant. Nous allons continuer donc ces informations avec un incendie qui s'est passé non loin de Tchernobyl. Alors en effet, nous avons pris l'article sur l'Express qui indique qu'en France, on peut s'attendre à un triplement de la radioactivité.
Alors, le feu de forêt qui s'était déclaré en Ukraine dans la zone contaminée de Tchernobyl est en voie d'extinction. Pour l'Institut de radioprotection, l'IRSN, il y aura des répercussions en France, mais sans impact sur la santé publique. Alors, en quoi un incendie dans la zone d'exclusion autour de la centrale de Tchernobyl est-il préoccupant ? Alors, on nous explique que depuis l'accident de 86, les forêts alentours sont fortement contaminées au césium-137. Cet élément radioactif est particulièrement concentré dans la litière, c'est-à-dire dans les aiguilles et feuilles agglomérées au sol. Mais le bois en contient également. Alors lorsque la forêt brûle, cette radioactivité se retrouve en suspension dans l'air et peut alors voyager au gré du vent et des pluies. Alors l'IRSN nous informe que dans les semaines qui ont suivi, nous avons alors pu constater un niveau de radiation dans l'air français 3 fois supérieur à la normale, environ 1,5 microbecquerel par mètre cube, contre 0,5 habituellement. Alors est-ce que c'est alarmant, c'est la question que pose l'article. Ils disent que c'est très relatif, un tel niveau c'est encore 1 million de fois inférieur à ce que l'on a pu mesurer en 1986, heureusement. Il s'agit là d'une radioactivité faible mais visible. On ne peut pas parler d'impact sur la santé publique. Du césium-137 en France, il y en a encore, notamment dans les champignons. Alors à titre de comparaison, il vous suffirait aujourd'hui d'ingérer 100 grammes de champignons pour avoir une exposition supérieure à celle d'un pompier ukrainien actuellement en train de circonscrire l'incendie. Donc les chercheurs se veulent rassurants. Et en parlant de champignons, ça fera la transition parfaite. C'est un chercheur américain qui a découvert un moyen de remplacer les pesticides agricoles par des champignons naturels. Alors il ambitionne de révolutionner le secteur. Alors autant dire que ça va emmerder Monsanto. Le brevet qu'il a déposé à ce sujet en 2006 est passé relativement inaperçu. Il pourrait néanmoins révolutionner l'agriculture mondiale aux dépens des tentaculaires multinationales du secteur. Alors une épine dans le pied du géant Monsanto, parce qu'en effet son brevet couvre plus de 200 000 espèces et permettrait donc de lutter naturellement contre les parasites agricoles. Alors cela pourrait réorganiser totalement l'industrie des pesticides dans le monde, s'exclame le docteur en sciences du très sérieux National College of Natural Medicine de Portland. Soucieux de la santé des sols, il s'est réjoui de cette possibilité de décontamination des milieux pollués par les pesticides traditionnels, tel le célèbre Roundup de Monsanto, qui est un des produits phares de cette firme. La diffusion de sa technologie provoquerait la mutation de toute l'industrie des pesticides. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, évidemment. Le chercheur évoque, du propre aveu des cadres du secteur, que sa découverte est la technologie la plus dérangeante jamais rencontrée. Alors dérangeante, cette révolution écologique le serait surtout financièrement, remettant en cause de juteux bénéfices, notamment à Monsanto, qui générait en 2012 encore un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars par an. C'est énorme. Alors on va continuer sur Monsanto, la transition est toute faite. Alors on a appris sur le site donc Les Amis de la Terre que Monsanto emploierait un service entier pour discréditer tout scientifique qui s'oppose à lui. En effet, l'Organisation mondiale de la santé a récemment classé par exemple le glyphosate, qui est présent dans le Roundup, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un pesticide, comme cancérigène. Alors Monsanto a tout simplement exigé que l'OMS et le Centre international de recherche sur le cancer reviennent sur leur position concernant le caractère toxique de ce produit pour la santé humaine. Monsanto exige cela alors qu'une étude contrôlée par des pairs est publiée en mars 2015, donc c'est assez récent, dans le très respecté journal The Lancet of Oncology, présentait des analyses qui prouvaient que le glyphosate était en fait probablement cancérigène. Alors ce qui est intéressant, c'est que lors d'une conférence à laquelle participaient des étudiants, un étudiant donc a demandé à Monsanto ce qu'il faisait pour contrer les allégations de mauvaise science à propos du travail de l'entreprise. Alors le docteur William Bill Moore, qui est employé de Monsanto, pour animer des conférences sur les produits de Monsanto, lui a répondu « Il y a tout un service ». Alors, il paraît qu'il a écarté ses bras pour souligner l'ampleur du service, uniquement dédié au dégommage des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est probablement la première fois qu'un salarié de Monsanto reconnaît publiquement que l'entreprise utilise tout son poids politique et financier pour faire pression sur les scientifiques qui osent publier quelque chose à l'encontre de l'entreprise. Alors bien sûr, vous ne trouverez aucune trace de ce service de désinformation sur le site internet. Les enjeux sont particulièrement élevés. Toute l'industrie des semences OGM, dont Monsanto détient actuellement les 3/4 de ces semences, repose sur leur tolérance au Roundup. Le glyphosate est le produit phare de Monsanto,
et représente des milliards de dollars de ventes si on y ajoute les semences qui sont vendues pour s'adapter à l'herbicide le plus vendu par Monsanto. Alors du coup, on va continuer sur le lobbying. Donc, les lobbyistes du groupe pétrolier et le gouvernement britannique, alors c'est le groupe pétrolier Shell, ont travaillé à la Commission européenne au corps pendant 3 ans. Et ça a payé. En octobre, le parquet énergie retenu par l'Union européenne est bien celui de Shell. Alors c'est un article que nous avons trouvé à Courrier International, qui nous indique donc que ces lobbyistes ont murmuré à l'oreille du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour exclure tout autre objectif contraignant en dehors des 27% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, révèle The Guardian. Donc l'Europe vise désormais 40% de réduction de ses émissions pour 2030, par rapport au niveau de 1990, sans avoir fixé le moyen d'y parvenir et sans objectif par État, un point particulièrement contesté par le Royaume-Uni lors des discussions. Alors, le quotidien britannique s'est procuré plusieurs documents qui démontrent que certains points clés de l'accord figuraient dans des propositions des lobbyistes de Shell dès octobre 2011. Ces derniers auraient convaincu Barroso d'abandonner la formule préexistante qui liait les objectifs à des lois contraignantes sur l'énergie. Le principe argument des lobbyistes, une transition énergétique vers le gaz naturel, moins émetteur que le charbon ou le pétrole, permettra à l'Europe des économies de 500 milliards d'euros par rapport au tournant énergétique vers les énergies renouvelables. On rappelle que Shell est le 6e plus grand lobbyiste à Bruxelles et la société dépense 4,5 millions d'euros par an auprès des institutions européennes, rappelle le registre de la transparence de l'Union européenne. Et on continue ces informations avec un trafic de viande de cheval qui a fait l'objet de 26 arrestations en Europe. 26 personnes ont été arrêtées vendredi en France et dans d'autres pays d'Europe dans le cadre d'une opération contre un vaste trafic de viande de cheval. Plus de 2 ans après l'un des plus gros scandales alimentaires du continent, ce coup de filet a réussi à mettre un terme à un réseau criminel organisé et impliqué dans le commerce de viande de cheval illégale, a indiqué l'Agence européenne de coordination judiciaire Eurojust dans un communiqué. Alors il y a 7 pays européens, dont la Belgique, d'où est originaire le chef présumé du réseau, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont participé à cette opération coordonnée par Eurojust basée à La Haye. Alors le réseau est accusé d'avoir falsifié les documents des chevaux et d'avoir ainsi fait entrer de manière frauduleuse de la viande impropre à la consommation dans la chaîne alimentaire européenne. Alors selon les estimations des autorités françaises, quelques 4700 chevaux ne disposant pas des certificats nécessaires auraient ainsi été abattus puis commercialisés entre 2010 et 2013. Ils étaient acheminés depuis plusieurs pays européens vers des abattoirs du sud de la France, notamment à Marseille, selon une source judiciaire belge. On rappelle que l'abattage de cette catégorie de chevaux pour la consommation par l'homme est fortement interdit. L'alimentation et les médicaments administrés aux chevaux qui sont élevés pour leur viande sont strictement encadrés. Et on continue avec la loi Macron. Alors, que vient faire la loi Macron dans la rubrique environnement ? Eh bien, c'est tout simple, la loi Macron imposerait en catimini l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est ce que reporte Reporter, justement. Alors, en pleine nuit, dans un hémicycle quasiment vide, le gouvernement a enfin réussi à faire adopter une mesure favorisant l'ouverture des dépôts de déchets nucléaires, CIGEO. Paradoxe, les sénateurs PS ont voté contre leur propre ministre Emmanuel Macron, sans pour autant empêcher ce coup de force. Alors une première tentative avait déjà eu lieu en juin 2014 dans la loi de transition énergétique, puis une deuxième en novembre dans la préparation de la loi Macron. Alors elle avait échoué avec retrait des textes de loi, mais voici de nouveau revenu la définition de la réversibilité, condition indispensable au lancement du projet de CIGEO. L'enjeu est de lancer la construction du centre d'enfouissement sans passer par la case législative telle qu'elle était jusque-là instituée par le calendrier. Elle se fait donc à chaque fois un peu plus par effraction. Cette fois, c'est à 5h du matin, dans la nuit du vendredi au samedi, pendant que vous décuviez sûrement, après l'examen de 220 amendements tout au long de la journée et de la nuit, que les sénateurs ont adopté le fameux amendement. L'amendement 115 avait été déposé par le sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet, qui se félicitait de la priorité accordée par le gouvernement permettant d'accélérer la procédure d'examen et de débat. Alors finalement, le vote sur cet amendement fut bel et bien maintenu, satisfaisant ses promoteurs, avec une adoption par 200 voix contre 139. Mais parmi les voix contre, on retrouvait, outre les écologistes et les communistes, les socialistes qui se sont donc opposés à l'amendement, pourtant soutenu par leur ministre Emmanuel Macron.
Alors on va continuer un petit peu dans l'écologie. On apprend par le magazine Bastamag que de plus en plus de militants écologistes seraient assassinés dans le monde. Au moins 116 militants écologistes ont été assassinés en 2014, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. C'est le bilan très inquiétant tiré par l'ONG Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays du Sud et la corruption politique. Alors 3/4 de ces assassinats ont eu lieu en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le rapport du Global Witness attire l'attention sur le cas du Honduras. C'est le pays le plus dangereux pour les militants écologistes si l'on compare au nombre d'habitants, relève l'ONG, qui a recensé 101 victimes dans ce pays entre 2010 et 2014. Dans le rapport, la militante Berta Cáceres, désolé si je prononce mal, apporte son témoignage sur le décès de 3 de ses collègues depuis 2013 dans le cadre de la lutte contre l'usine hydroélectrique Agua Zarca à Honduras, qui menace de priver l'eau des centaines d'indigènes du peuple Lanza. Alors l'ONG rappelle que ces militants sont souvent jugés comme des terroristes et dépeints comme des ennemis d'État. Global Witness appelle donc les gouvernements et la communauté internationale à enquêter et à punir ces crimes. Alors on va terminer cette rubrique par Pepsi qui abandonne l'aspartame aux États-Unis. Alors en effet, Pepsi cède aux demandes des consommateurs américains. Le groupe agroalimentaire PepsiCo a annoncé abandonner l'utilisation de l'aspartame dans la production de ses boissons sans sucre et sans calories. L'ancien édulcorant Star sera remplacé notamment par la sucralose, commercialisée en France sous le nom de Canderel. Alors cette décision concerne sa boisson Pepsi Light, Diet Pepsi aux États-Unis, et ne s'applique pour l'instant qu'aux États-Unis, son premier marché. Les consommateurs de boissons sans sucre aux États-Unis nous ont fait savoir qu'ils voulaient du Pepsi Light sans aspartame et nous allons leur en proposer, a expliqué un responsable. Certaines études accusent l'aspartame en effet d'être cancérigène. La décision intervient dans un contexte difficile pour PepsiCo et Coca-Cola, dont les ventes de soda patinent en raison des craintes des consommateurs sur les risques qu'ils présentent pour la santé. L'aspartame est particulièrement au centre des controverses. Certaines études l'accusent par exemple d'être cancérigène, ce que rejette en masse Coca-Cola. L'article nous indique en plus qu'il y a eu une baisse de 7% l'année dernière de la consommation de ces boissons light, que ce soit chez Pepsi ou chez Coca. Et on va continuer donc avec la rubrique Société, où aux États-Unis, des écrivains protestent contre la remise d'un prix à Charlie Hebdo. Alors en effet, 6 célèbres romanciers se sont retirés du gala d'une société littéraire américaine. Ils protestent contre son choix d'attribuer une récompense pour la liberté d'expression au magazine satirique français Charlie Hebdo. Donc ces 6 écrivains ne participeront pas au gala annuel du PEN American Center qui doit se tenir le 5 mai, a révélé le New York Times dimanche. La raison, ils s'opposent au choix de cette institution de remettre à Charlie Hebdo un prix pour la liberté d'expression. Tout cela a été aggravé par l'apparent aveuglement du PEN vis-à-vis de l'arrogance culturelle de la France qui ne respecte pas son devoir moral à l'égard d'une grande partie de sa population. A poursuivi l'auteur, ce n'est pas la première fois que des membres du monde culturel américain se montrent réservés à l'égard de l'hebdomadaire, et si la presse américaine a unanimement condamné les attentats du 7 janvier, elle n'a quasiment pas publié de dessin de Charlie Hebdo mettant en scène le prophète, par crainte de se montrer insultante vis-à-vis de la communauté musulmane. Nous continuons avec une information intéressante, où l'Allemagne a trouvé peut-être une méthode pour parer à ces baisses d'audience télévisuelles. Les vidéos de YouTube seront désormais intégrées dans les audiences TV. Après des mois et des mois de discussions, l'organisme en charge des audiences prévoit de faire évoluer son système de mesure d'audience. Alors, sous réserve de la signature d'un contrat en bonne et due forme, les premiers résultats devraient être disponibles en fin d'année. L'idée, concrètement, est d'intégrer les résultats du service de vidéo de Google aux audiences mesurées par l'AGF, qui regroupe les principales chaînes de télévision publiques et privées. Alors, ce serait une annonce des annonceurs, surtout des publicitaires. Les professionnels, en effet, de la publicité demandent depuis longtemps au secteur d'avoir une audience consolidée. Évidemment, pour vendre de la publicité, il faut de l'audimat. Google trouve aussi son compte. Pour le groupe, une priorité était d'intégrer l'audience de sa plateforme sur absolument tous les écrans, souligne Lars Lehn, directeur de Google Allemagne. Il pense notamment aux téléphones portables sur lesquels sont visionnées la moitié des vidéos YouTube, mais que toutes les chaînes de télévision ne souhaitent pas forcément intégrer dans leur futur système. Alors des aspects techniques devraient encore être clarifiés, à commencer par la fusion des différents panels.
traditionnel. Alors, outre son panel de foyers pour les mesures de l'audience traditionnelle, l'AGF calcule le succès de la vidéo à la demande de ses membres par le biais de la société Nielsen, tandis que YouTube fait appel à GFK. C'est un défi assez complexe, même si l'AGF a de l'expérience, juge Gérard Graff, fondateur du cabinet du conseil de GG Media. Donc on devrait sûrement bientôt voir arriver ça en France. Alors on continue cette rubrique avec le tollé au Portugal face au retour de la censure. C'est le titre utilisé par Euronews, la bronca des médias au Portugal face au spectre du retour de la censure. Alors il s'agit de quoi ? En fait, ils ont condamné tous donc d'une seule voix ce vendredi une proposition de loi visant à encadrer leur travail en temps de campagne électorale. Alors si le texte venait à être voté, les médias boycotteraient les élections, ont-ils indiqué. Cette proposition de loi, élaborée quelques mois avant les législatives de septembre, a été rédigée par des députés de la majorité de droite, mais aussi par des parlementaires de l'opposition socialiste. Face au tollé suscité par le texte, le chef du parti socialiste, Antonio Costa, a dit désapprouver les mesures proposées. Les auteurs ont indiqué que la proposition de loi ne serait pas soumise au vote de l'État. Actuellement, le texte impose aux médias de soumettre leur plan de couverture du scrutin à la commission électorale et à l'entité de régulation des médias portugais. Il demande également aux journalistes de s'abstenir de tout commentaire ou de jugement de valeur. L'affaire fait grand bruit, d'autant qu'elle intervient à la date d'anniversaire de la révolution des œillets qui avait justement mis fin au règne de la censure. Et on terminera cette rubrique avec un article qui traite donc de la surveillance. Alors le titre de cet article, la justice n'enquêtera pas sur le Big Brother français. La plainte déposée par des organisations de la défense des droits de l'homme est classée sans suite. Alors selon les informations de l'Observateur dont est tiré cet article, le parquet de Paris a décidé le 13 avril dernier de classer sans suite les plaintes déposées en décembre dernier par la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme. Alors les deux organisations se basent sur des révélations faites par Le Monde et par l'Observateur sur les systèmes d'écoute utilisés par la DGSE, qui est le service de renseignement extérieur. Les plaignants de leur côté s'étaient fondés sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les deux associations pourraient à présent relancer la procédure en déposant cette fois une plainte directement devant un juge d'instruction. Alors ce qui était dénoncé, c'était des faits de piratage informatique, d'atteinte à la vie privée et de conservation illicite d'enregistrement. Alors cette zone grise n'est pas directement évoquée par la future loi sur le renseignement qui doit être adoptée le 5 mai prochain. Alors ils indiquent que justement la loi sur le renseignement rend d'autant plus nécessaire la lumière sur ce point, abonde Patrick Baudouin, avocat et président d'honneur de la FIDH. Les attendus de la loi soulignent qu'il s'agit de rompre avec l'illégalité des pratiques d'hier. Les deux organisations sont par ailleurs parties civiles dans une plainte déposée en juillet 2013 à propos des programmes PRISM américains. Alors juste avant de conclure, je vais faire un tour d'horizon des différentes productions de la semaine de l'agence Infolibre. Alors pour commencer, il y a le rassemblement du soutien à Serge Atlaoui contre la peine de mort, qui a été couvert donc dimanche dernier. Une action militante aussi face à l'ambassade d'Ukraine à Paris qui s'est soldée par une arrestation des auteurs des faits et de notre reporter. Il y a un montage vidéo montrant la manipulation d'images aussi qui a été faite par TF1 concernant le tremblement de terre au Népal. Alors j'en connais un qui a dû rejoindre le pôle emploi illico presto. Nous avons également la réponse d'Akhenaton à la tribune de Greg Ilan, la manifestation des travailleurs indépendants contre le RSI qui s'est déroulée lundi dernier. Alors nous en avons profité pour faire un entretien avec un des travailleurs qui s'appelle Franck. Nous avons publié hier la vidéo sur le site qui montre ce qui arrive quand on souhaite discuter avec Manuel Valls. Je vous invite donc à la regarder, c'était assez parlant. Une traduction également de Nigel Farage, que David nous a fait, sur le plan d'accueil des exilés qui est une menace directe pour notre civilisation, nous dit Nigel Farage. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour en apprendre un petit peu plus. Et enfin, une question qui a été posée à Maître Collard concernant la déclaration de l'ancienne présentatrice du journal de bord de Jean-Marie Le Pen au Zinrock. Alors nous allons publier également dans la journée une interview de Valentina Lisitsa, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon c'est une pianiste en tout cas renommée, ukrainienne qui est née à Kiev, qui était présente là pour commémorer l'année écoulée depuis le massacre d'Odessa. Et la semaine prochaine sortira également le 3e numéro de notre lettre d'information que vous pourrez donc télécharger dès la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis pour ce numéro. Je remercie également ceux qui nous soutiennent, que ce soit en nous envoyant des informations,
des encouragements ou encore même ceux qui nous font des dons, hein. C'est très stimulant vraiment. Donc sincèrement, merci. Je vous donne rendez-vous sur notre site agenceinfolibre.fr pour de nouvelles aventures. Le prochain numéro des IDOP devrait être fait par David pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Et écoutez, à très bientôt et bonne semaine à vous.